Ce bug dans le langage Python date de 2021. Et 4 ans plus tard, ce qui est dingue, c'est qu'il est toujours là, dans le fichier random.py à la ligne 248. Celui qui l'a découvert, il s'appelle Mathis Hamel et il a bien essayé de le corriger, mais vous allez voir, ça s'est pas passé exactement comme il l'attendait. Je l'ai invité dans cet épisode pour qu'il puisse nous raconter exactement ce qui s'est passé. On en profitera aussi pour revenir avec lui sur comment il a utilisé l'IA pour démasquer un vaste réseau d'entreprises fictives sur LinkedIn, et aussi comment il s'y prend pour faire griller des stops à des voitures autonomes. Rien que ça. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les verres du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes, les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathis, comment tu vas ? Salut Mathieu, bah écoute, ça va nickel. Ok. Début de semaine, je me suis levé tôt pour une fois. Ok, trop cool. Mathis, bienvenue sur Tronche de Tech. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est trop cool. Pour la petite histoire de comment je t'ai découvert, je t'ai vu sur une vidéo de Sylvquin, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. sur le hack de l'iPhone, là, l'opération triangulation. Ah oui. Et en fait, tu étais en mode consultant là-dessus. Et tu expliquais un petit peu, tu vulgarisais des trucs qui sont assez compliqués quand même, en vrai. Je me suis dit, tiens, marrant, je vais regarder ce que fait Mathis. Et là, je suis tombé sur une espèce de mine d'or d'articles, de blogs, d'histoires pas possibles et tout. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait très cool de t'avoir. Donc, j'ai envie de revenir sur certains de ces sujets avec toi, un peu en détail, et puis aussi comprendre comment tu travailles et tu sors autant de sujets hyper intéressants, quoi. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases ? Oh là. Alors, attends, 3 phrases, c'est compliqué. Ouais. Je vais dire, alors, j'ai commencé l'informatique assez jeune. Donc, mon père était ingénieur informaticien. Donc, j'ai grandi avec un ordi entre les pattes et avec Internet dès assez jeune. Voilà, donc j'ai fait un cursus très standard, un bac scientifique, école d'ingénieur. Et j'ai toujours eu un peu cette passion de explorer plus loin que juste ce qu'on me demande de faire et d'avoir cette curiosité-là. Ok. Trop cool. On va revenir un peu sur ces trucs-là. Je vais commencer par un premier truc que tu as fait, que c'est la première pelote que j'ai déroulée, qui est, tu as démasqué un réseau d'entreprises fictives sur LinkedIn. Ah ouais. Ah oui, alors ça commence, c'est une histoire qui dure, qui s'étale sur 2 ans à peu près, sur une Ah ouais. timeline. En fait, donc il y a un site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com. Oui. Qui est un site, tu vas dessus, il est très simple, il t'affiche juste une image, qui est une photo du visage de quelqu'un. Sauf qu'en fait, c'est un visage qui est généré par intelligence artificielle. Alors à l'époque, c'était révolutionnaire. Ouais. Moi, j'ai découvert ça en 2017. À l'époque, c'était une folie de voir, voilà. Ouais, c'est avant les Visage réseaux, enfin de avant les LLM, tout ça là. Enfin, C'est c'est ça. avant ouais. Voilà, le réseau qui est derrière ça s'appelle StyleGAN 2. Donc c'est un truc qui est développé par Nvidia en open source. Et donc il y a un gars qui s'est dit: OK, moi je vais juste mettre un serveur qui héberge ce petit modèle-là et qui va générer des photos à la volée dès qu'on rafraîchit. Ok. Ce site-là, qui était à la base un peu un démonstrateur de StyleGAN 2, il s'est très très vite retrouvé à être détourné pour plein de choses et notamment générer des faux profils sur les réseaux sociaux. Donc on y vient, les faux profils sur LinkedIn. Et en fait, un jour, alors c'est assez ironique parce qu'un jour où moi-même j'étais en train de me générer des faux profils pour un challenge de cybersécu. Donc je faisais refresh parce que chaque fois que tu rafraîchis la page, ça te met un nouveau visage. Et donc je cherchais un peu un mec genre qui avait 60 ans, enfin je sais pas quoi. Je cherchais des critères assez particuliers et du coup, en rafraîchissant, je me rends compte que des fois quand je rafraîchis 2 fois rapidement, ça me montre 2 fois la même image. Et là, je me dis: «Attends, soit c'est un bug dans mon cache local, soit il y a un truc côté serveur où il se dit: "OK, il me rate limit" ou quoi». Donc je fais un test depuis 2 IP différentes. Je vais faire une requête au même moment et là, je me rends compte que le serveur me renvoie la même image.
Donc là, je me dis, il y a peut-être un truc rigolo à explorer. Ok. Et en fait, du coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est que côté serveur, pour aussi économiser de la puissance de calcul et avoir une charge à peu près constante, en fait, ce qui fait le modèle, c'est qu'il génère à peu près une image par seconde. Et c'est l'image qu'il va envoyer à tout le monde. Donc, tous les gens qui font une requête dans ce gap de 1 seconde Ok. auront la même image. Donc, en tant qu'utilisateur, tu le vois pas, sauf qu'en fait, en pratique, ça permet de faire des trucs assez cool. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit un petit script Python qui va télécharger toutes les secondes, qui va télécharger l'image en cours. Et du Ok. coup, j'ai une base de données de toutes les images qui ont été générées. Alors, depuis le moment où je lance le script, euh, j'ai un... Voilà, T'as l'exhaustivité des images générées par ce truc. exactement. Ouais, Et après, qu'est-ce que j'en fais de ça? Et bah, bon, normal, je vais me coder un petit moteur de reconnaissance faciale maison. ok. Donc, alors c'est étonnamment facile de coder un moteur de reconnaissance faciale au pic de l'outil. Donc, c'est un outil qui n'existe plus, j'y viendrai un peu plus tard. Ok. Au pic de l'outil, j'avais indexé 15 millions de visages. Pour faire une recherche, ça prend moins d'un quart de seconde. Dans une base de données de 15 millions de personnes. Donc, Tu fais, alors juste, ça m'intéresse quand même un peu, ouais. tu fais quoi? Tu fais juste du hash sur l'image, c'est ça? Ou tu fais un Alors en fait, non. Non. Parce que le hash sur l'image, déjà, en fait, sur les réseaux sociaux, souvent, ça va être compressé. Ok. Chaque réseau Ah, social c'est va pas le le même, compresser ok. différemment. Moi, ce que je fais, c'est je fais un embedding. Donc, c'est un truc, en ce moment, c'est assez à la mode avec Ouais. LLM. C'est un hash sémantique, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que ça te calcule une espèce de hash qui représente le visage de quelqu'un. D'accord. Donc, j'utilisais un réseau de neurones qui s'appelle FaceNet. Et du coup, ce hash là, tu peux faire une recherche par similarité. En fait, deux personnes qui ont, enfin, deux fois le même visage de la même personne, qui, même si le background change, l'éclairage change et tout ça, il va avoir à peu près le même hash toujours, Ok. alors que deux personnes différentes vont avoir des hashes différents. Et du coup, tu peux faire une base de données de recherche vectorielle. Donc moi, j'utilisais OpenSearch, qui est voilà le cousin communautaire d'Elasticsearch. Et ce truc-là, du coup, tu peux faire tu balances un hash et tu dis, trouve-moi les hashes qui sont similaires à celui-ci. Et donc, comme ça, tu peux retrouver moi, j'affichais le top 3 des visages que j'ai retrouvés dans mon truc. Généralement, ça matchait à 0,01% près. D'accord. Ouais, c'était sûr, quoi. Ok. Même, c'est ça, même malgré la compression. Mais pour être sûr, j'affichais quand même le visage que j'avais récupéré dans ma base de données. Effectivement, tu pouvais vérifier en un coup d'œil si l'image que tu as envoyée, donc la photo de profil suspecte que tu as envoyée, si elle a effectivement été générée par Ouais, ce ok. site-là ou pas. Ok. Du coup, mais ça vraiment, je l'ai fait sans aucune vraiment idée derrière la tête. Je T'as me pas suis dit, d'objectif, ouais. peut-être que ça servira un jour. Moi, ça me fait délirer. Et puis voilà. Et du coup, bah, c'était quoi, l'an dernier, là, au printemps, il y a quelqu'un qui m'ajoute sur LinkedIn. Et là, je me dis, mais alors ça, des photos générées par StyleGAN 2, j'en ai vu, tu vois. Je les Ouais. connais maintenant. J'ai Ouais. même plus besoin de mon détecteur, je sais. Et du coup, je commence à creuser un peu. Et là, bon, je passe sa tête dans mon outil. Ça me donne un hit direct, vraiment à Ah ouais. 100%. Ok. Ok. Donc, je me dis, bon, l'avantage aussi d'ailleurs de ce truc-là, c'est que je peux savoir exactement cette photo de profil, si elle a été générée par l'IA, et aussi quand est-ce qu'elle a Quand? été Eh oui, générée. t'as le timestamp. Je l'ai Excellent. à la Ok. seconde près. Ok. Ça permet aussi de savoir un petit peu dans quel fuseau horaire se situe Ouais. le créateur. Et donc je creuse, et donc voilà, je vois qu'il bosse pour une boîte, j'ai plus le nom de l'entreprise, mais c'était un truc où ça sentait le fake, mais genre c'était bien foutu. Ils avaient même un site web, il y avait plusieurs collègues qui avaient pardon, Différents, ouais, postes dans différents l'entreprise. titres, des trucs Ouais. comme ça. Mais je repère des patterns bizarres. Genre, t'en as trois qui ont quasiment le même nom. T'as Richard Owens, Richie Owens et Risha Owens. Et je sais pas pourquoi ils se Ouais, sont ouais. dit, on va faire un truc comme ça avec plein de faux profils, mais on va juste mettre des noms qui se ressemblent tous, ou genre Ouais. des gens qui s'appellent Patrick et qui ont une photo de profil, c'est une meuf dessus, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'était quand même pas. Ok, il y avait quand même des grosses. Ok. Voilà. Et enfin des petits trucs, mais Ouais. c'était du coup. Donc, j'ai comme ça tiré le fil parce qu'après, LinkedIn te propose aussi des entreprises similaires. Et pareil, je clique sur d'autres entreprises qui ont pareil à peu près les mêmes noms, des noms de domaine déposés à peu près au même moment et tout ça. Pareil, des faux profils enfin, pléthore, Ouais. pléthore. Donc, au final, je tire le fil. J'en ai à peu près une centaine comme ça de faux profils. Euh, Ils ont tous entre 500 et 10 000 connexions chacun. Donc, vraiment un Ok. truc massif, quoi. Ok. Un truc qui est, enfin, leur réseau LinkedIn, c'est de l'ordre de millions de personnes au monde. Sachant que je suis même pas sûr d'avoir tout trouvé.
Et du coup, voilà, et ça m'a vraiment choqué. Je sais toujours Ouais. pas à quoi il Oui, servait c'est ça la question, ouais. Ouais, ok. Voilà, donc il y a plein d'hypothèses. C'est probablement pour faire du scraping et choper des données comme ça, et notamment des données de contact. Ouais, ok. Ouais, mais c'est quand même énorme. Je veux dire, Ouais. si c'est juste pour du scraping, tu te dis quand même, Ouais, développer enfin, tu vois, une aussi grosse complexité. Parce que pour faire du scraping, tu peux avoir déjà deux, trois profils qui vont ajouter des gens en masse, ça fait ouais, donc, ouais. Donc bon, on saura jamais. Donc moi, j'ai écrit un petit thread là-dessus. ouais. Et du coup, c'est rigolo parce que la semaine qui suit, je vais revoir un petit peu, voir s'ils ont, enfin, ce qu'ils ont fait et tout ça. Et je vois qu'en fait, tous les comptes ont été bannis par l'équipe de modération LinkedIn. D'accord. Donc, ça a dû arriver à leurs oreilles, ou alors il y a des gens qui ont lu le thread et qui ont report en masse. Ah ouais, parce que toi, t'avais pas report, toi, Je crois pas. ok, ok. Enfin, ou même un report, ça fait pas grand-chose. Oui, oui, Et là, bien du sûr. coup, il y a eu un truc où. Ouais. Et il y avait un truc aussi que je crois j'avais lu dans l'article. Alors peut-être je me trompe, mais il y avait pas une histoire parce que tu m'as dit tu retrouves la date de création basée sur le timestamp que tu as dans ta base, mais il y a Ah aussi oui. un autre truc, non? Il y a aussi un autre truc, les dates de création sur LinkedIn. En fait, LinkedIn, chaque profil, il a un ID. Ouais, Donc là, c'est un ID à 9 chiffres, un truc comme ça. Et en fait, c'est des identifiants qui sont séquentiels. Donc, c'est-à-dire que voilà, les comptes créés à la suite, bah, ils vont avoir des numéros croissants. Et donc, avec ça, j'ai fait une espèce de petite recherche dichotomique pour savoir quand est-ce qu'ont été créés les profils. Parce que bah, dans une entreprise normale, c'est assez étalé dans le temps, parce que voilà, il y a des gens qui l'ont créé il y a très longtemps, qui ont changé de boîte et tout ça. Là, vraiment, il y avait plein de profils qui étaient créés dans un laps de temps de 48 heures, quoi. ouais, En fait, en regardant ok, juste les ID. Et alors, c'est rigolo parce que ce que j'ai fait, le truc, c'est que pour savoir quand est-ce que un profil a été créé, je peux dire si un profil a été créé avant un autre, en comparant oui, juste oui, les leurs ID, ouais, ID. ouais, Et pour savoir exactement la date, c'est assez rigolo comment j'ai fait. Je me suis rendu compte que c'était aux alentours ça a été créé aux alentours de septembre, je sais plus quelle année. ok, Et en fait, j'ai demandé aux étudiants de l'école Guardia, donc une école de cyber que je parraine. Je sais que eux, en première année, on leur dit créez-vous un profil ah, LinkedIn. ok, Et donc, ok, j'ai envoyé dans leur Discord, j'aimerais bien que vous m'envoyiez chacun votre ID de profil et la date à laquelle vous bien l'avez sûr, créé. Donc, vous le ok. récupérez dans vos mails, confirmez à votre adresse mail, je sais pas quoi. Et du coup, on a réussi à pinpoint au jour près parce que du coup, j'avais plein de data sur ce mois-là. Oui, donc trop bien. Donc en fait, tu as des trucs, et après tu as les gens, tu sais quelles dates sont exactes, et tu dis, ok, c'est entre ces deux dates que ce C'est truc a ça. été créé, vu que les identifiants sont séquentiels. Exactement, ouais. Ok. Ouais, intéressant parce que j'ai eu cette discussion de temps en temps, tu sais, sur les gens qui me disent, on a cette discussion en tant que dev des fois de faire des identifiants séquentiels versus faire des Ouais. UID ou ce genre de Ouais, choses. exactement. Et les gens me disent, mais non, mais en fait, on s'en fout et tout, mais ça leak de l'information en vrai. Ouais. Et même, il y a un autre truc, une des grosses failles, bah d'ailleurs dans le top 10 OWASP, donc dans le top Oui, 10 des plus grosses failles, on a IDOR, qui est donc ouais, Indirect Object Reference, peut-être, un truc ouais, comme c'est ça. ça, ouais, ouais, Et en gros, c'est des trucs où ça te permet, s'il y a une vulnérabilité qui te permet en gros de lire les données de n'importe qui à partir de son ID, bah c'est beaucoup mieux d'avoir des ouais, UID ou des identifiants random, parce que au moins t'as pas quelqu'un qui peut aller énumérer juste c'est ça. à la suite tous tes Ouais, users et ouais. les péter un par un comme Bah, ça. Il faut qu'il j'ai eu soit anonymisé. l'expérience en entreprise où on s'est fait choper de la data à cause Ouais, de ça. Tu avais l'IDOR plus l'identifiant ouais, séquentiel, et exactement. ça te vaccine, hein, parce que tu vois, moi, les gens, je leur explique, je leur dis, bah, en fait, ça te protège de ça. Ils me disent, mais non, t'as toujours la faille, ça change pas. Ouais, ça enlève pas la faille, mais C'est ça, c'est une étape de plus à franchir pour quelqu'un qui veut exactement, ouais. Bah l'exploiter. la sécurité en profondeur, hein, c'est Ouais, toujours ajouter des layers, et c'est plus t'as de layers, plus t'es secure, quoi. ouais. Ok, je voulais revenir sur un truc que tu as dit au début. Tu as dit, j'étais en train de me générer des faux profils pour un CTF, c'est ça, pour donc Ouais. un challenge de hacking. Dans quel type de challenge de hacking tu dois générer des faux profils? Alors là, c'était une épreuve d'OSINT. Donc en gros, c'était Ah, ok. voilà, de la recherche en source ouverte. C'était je sais plus si c'était à ce moment-là, mais je crois que c'était ce challenge-là où en gros, on avait laissé des traces. Donc on avait créé de toutes pièces un faux Ouais, utilisateur. On avait laissé des traces un peu partout sur Internet, et ok. en laissant un peu des indices sur ses réseaux sociaux, sur des trucs comme ça. Ah, t'étais en train de créer le CTF, en fait. C'est D'accord. ça. Ah oui, pardon, Et ok, donc, ok. Ok. mais après aussi, ça peut être utile. Donc on a ce qu'on appelle les sock puppets. Si Oui, là pour le coup tu fais de la recherche en OSINT, c'est bien d'avoir aussi des faux comptes. ouais, Généralement, tu les rends un peu réalistes juste pour pas qu'ils se fassent shooter direct par la modération
des, Ouais. des, Oui, des des réseaux sociaux, quoi. plateformes et tout. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est pour, Ça sert à toi à te protéger, c'est-à-dire c'est aussi ça, à pas laisser de exactement. traces. Pour mettre encore un niveau entre ton identité réelle et Ouais. l'identité qui enquête l'identité du. Oui, c'est ça, parce que souvent, si tu vas avec ton profil, il y a telle personne a vu votre profil et ça peut. Parce que quand tu fais de Ouais, l'osine, quand tu fais des enquêtes, il y a quand même une partie de risque en fait ouais, potentiellement. c'est T'es ça. pas toujours en train de. Ok. Ok, hyper intéressant ce truc-là. Maintenant, je voulais embrayer sur un sujet, le sujet de l'élection présidentielle de 2022, Ouais. où tu as enquêté sur un site un peu particulier qui s'appelait moncandidat.fr. Ce que déjà tu peux nous raconter ce que tu as fait, et puis j'aimerais bien savoir aussi comment tu t'es retrouvé à enquêter sur ce site en fait. Attends, alors, moncandidat.fr, juste, est-ce que c'est Ouais, celui qui te suggérait un candidat en fonction de réponses que tu donnais? ouais, Ouais, c'est ok. ça que j'avais. Ouais. Bon, j'ai fait pas mal de bidouillage politique, comme Ah tu ouais, peux c'est vrai. déduire de cette question-là. Euh, En gros, ouais, c'était quelques jours avant le premier tour de la présidentielle, du coup. Ouais, En, C'était 2022, ouais. ouais, c'est ça, 2022, j'avais vu. Ouais. Et du coup, il y a des gens, alors je vois sur Twitter qui disent, là j'ai reçu un SMS de spam, un truc un peu chelou, et qui commence un peu à se moquer d'un site, tu vois, de recommandations de vote. Moi, quelques mois plus tôt, j'avais fait, qui avait fait grand bruit d'ailleurs, le piratage entre gros guillemets de l'appli Élise. Je crois que j'ai vu, t'as écrit un article dessus aussi. Ouais. Ouais. Et ça avait fait pas mal de bruit. Parce Et que tu du pouvais quoi? C'était ça leakait la data, tu pouvais choper la data de tout le monde, c'est ça? coup, pire, je pouvais modifier la data. Ah ouais, ok. Bon, je pouvais pas leaker la data des gens, mais je pouvais modifier les propositions des candidats. D'accord. Non, et Sympa. du coup là sur ce truc-là, je sais plus si quelqu'un me l'a envoyé ou si je l'ai vu passer. Voilà, pour le contexte, on était Ouais. en vacances en Italie avec des potes. Ouais. Et du coup, tout le monde était en télétravail et moi je me dis bon, je scrolle sur Twitter pendant la pause de midi et là je me dis ce truc-là là, il me Ok. dit quoi, je vais aller voir. Intuition. Et en fait, c'était ridicule. C'était des trucs où c'est un peu à la manière de Élise ou d'autres applis de recommandation de vote où en gros on te propose des propositions anonymes de candidats et après tu votes pour ou contre. Tu dis bah moi je suis plutôt aligné avec ça ou plutôt pas. Sauf que là donc là t'en avais 10 des propositions et vraiment t'en as une dont je me souviens. C'était genre il faut interdire la viande rouge. Voilà, le genre de proposition Ouais. peu Ouais. orientée quoi qui te Ouais, font clairement. voilà. Et du coup, ce truc-là, il était donc je fouille un peu le code source. Donc c'était heureusement tout était calculé côté client. Ok. Donc du coup, j'ai pu choper leur algo parce que sinon ça aurait été un peu plus chiant de devoir Tout interagir avec le testé, quoi. serveur et tout Ouais. ça. Ouais. Là, j'avais vraiment tout l'algo sous les yeux. Ok. Et en fait, bon, déjà, on l'avait senti que c'était un truc orienté, même s'ils le disaient pas dans le SMS qu'ils avaient mitraillé à plein de gens. C'était un truc où clairement, dans beaucoup de cas, il te répondait Zemmour, tu vois. À peu près quelques codes que tu réponds. Toutes les propositions qui semblaient un peu raisonnables, parce qu'en plus, bien sûr, il mettait ses propositions, il les tournait sous un angle un peu sympa, tu vois. Genre, Ouais. oui, il faut réduire le nombre d'agressions en France et des choses comme ça, tu vois. Ça Ouais. veut dire Ouais. non. C'est Et clair. du coup, à la fin, vraiment, à chaque fois que tu le testes, tu fais Zemmour. Si tu essayes de répondre à n'importe quoi, il va des fois te dire oui, oui, vous devez voter pour je sais pas qui, le candidat écolo ou quoi, si tu veux interdire la viande rouge, mais c'est à peu près ça. Ouais. Et en fait, dans l'algo, ce que tu vois, du coup, tu avais les 10 questions et en fait, à chaque fois, ça ajoutait donc, c'est ça, tu avais un score par candidat qui était stocké dans une variable, donc dans une liste en JavaScript. Ce score, il commençait à 0 pour tout le monde. Et ensuite, en fonction de ta réponse à la question, ça faisait augmenter ou diminuer les scores des candidats. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en fait, tu te rendais compte que si tu répondais aux questions pro Zemmour, donc celle qui voilà, qui t'alignait avec son programme, ça mettait un point à Zemmour. Et sinon, euh, ça mettait un point à un candidat en particulier. Oui. Donc c'était à chaque fois, c'était une chance sur deux d'être sur Zemmour ou tout le reste des autres candidats, C'est quoi. ça. Ouais. Et Ouais. ou un candidat au hasard parmi Ah oui, les d'accord. autres. Sachant que en plus dans ce truc-là, du coup, t'avais que 4 candidats en fait qui pouvaient être affichés. Le reste, les autres candidats étaient même pas. Il y Tu avait de pouvais la même pas les. censure en plus. À moins de bidouiller activement tes variables JavaScript, tu pouvais pas obtenir
les 2 tiers des candidats. Donc, t'avais tous les candidats présents dans le code, mais il y en a qui pouvaient jamais avoir de points, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Excellent. Et pareil, en cas d'ex-aequo, il faisait en sorte que Zemmour gagne, hein, parce qu'on sait jamais. Et donc il y avait 10 questions, donc j'ai simulé code Python tout simple, j'ai simulé du coup les 1024 résultats possibles. Ok. Et il s'avère que genre dans plus de 90%, c'était Zemmour qui tombait dans la recommandation de vote, quoi. Ok. Donc en creusant un peu, on voit qu'en fait le nom de domaine il a été déposé par genre les amis de Zemmour ou un truc comme ça. Dans les conditions générales du site, Ah c'est ouais. encore un autre truc. Enfin voilà, mais c'était un truc où c'était absolument pas déclaré Affiché comme étant une publiquement. campagne reconquête ou Ouais. quoi. Ok. Et ce truc-là, alors c'est assez rigolo parce que ça tombe la campagne de message, le premier qu'on ait retrouvé, c'était genre le mardi, Ok. sachant que l'élection c'était le week-end, quoi. Et du coup, donc je découvre ça vendredi midi. Je sais que à ce moment-là, la période où t'as plus le droit de faire de com, de Ok. campagne et tout ça, je sais plus comment ça s'appelle là, période Je sais. de Ouais, réserve, je crois. Ok. Elle commence le vendredi soir à minuit, quoi. Ok. Un truc comme ça. Et donc c'était un peu la course pour sortir l'article la veille. Alors après, en vrai, j'en ai discuté du coup avec des copains qui font de la politique et du juridique et ils m'ont dit que ça s'applique Ouais. pas vraiment aux citoyens lambda, surtout qu'en plus à ce moment-là j'étais en Italie. Mais ouais, du coup c'était un peu le truc. Oui, parce que t'avais quand même potentiellement, tu disais, si je le sors trop tard, je risque de me faire kicker parce que on n'a plus le droit de communiquer. Mais toi, en fait, t'as le droit. C'est plutôt les candidats ou les gens autour Ouais, des c'est ça. candidats Et qui après, pourront. quand même, c'est un truc qui a fait grand bruit, hein. Le lendemain, vraiment, Ok. il y a eu des dizaines de milliers de partages et tout ça. Enfin, c'est un thread qui a fait beaucoup de bruit Et aussi. c'est vraiment toi qui l'as mis à jour. Il y avait pas de personne n'était au courant de ça avant que tu le découvres, en fait. Non, bah en fait, Ouais. le site, ils l'ont sorti le lundi. Ah Il y ouais, avait ok. des doutes, il y avait des trucs. Et moi, du coup, je l'ai démonté et j'ai regardé un peu l'algorithme pour m'en moquer aussi parce que vraiment, c'était trop gros, quoi. Ouais, C'était ouais. trop gros. Ouais, Parce que excellent. pour le coup, l'appli Elise, c'est aussi un peu ça qui m'a donné envie de creuser. L'appli Elise, c'était pareil, il y avait des soupçons de biais envers Macron pour le coup. Typiquement, si tu votais pour sur toutes les propositions, il te mettait Macron en premier toujours. Ok. Et des trucs comme ça, donc j'avais creusé un petit peu. Il y avait rien qui permettait d'affirmer que c'était biaisé, mais effectivement, il y avait des trucs un peu chelous. Ouais. Et Ok. il s'avère que le gars qui a créé l'appli Elise est aujourd'hui directeur d'un cabinet ministériel. Ah ouais. Ouais, donc Excellent. ça lui a bien réussi visiblement. Effectivement, ouais. Mais du coup, c'était un développeur. Quand tu dis il l'a créé, c'était genre chef de projet ou c'était vraiment développeur Ils étaient 4, t'en as Ok. un. Ouais, t'en as un en gros qui était le gars à la base de l'idée, un autre qui était le dev et après 2 qui faisaient un peu le marketing et celui qui était à l'origine de l'idée, c'est lui Ok. qui est parti. Mais ils utilisent quand même des méthodes parce que le fait de t'envoyer un SMS sur ton numéro perso pour ça, c'est quand même des méthodes de scammer ça à la base Ouais, quand ouais, même. non, mais de ouf, pardon. En plus, c'était vraiment, enfin, je sais plus le SMS, mais vraiment, c'était, Ouais. vous ne savez pas pour qui voter, bah, regarde, laissez-nous vous guider. Et genre, vraiment, t'avais aucun, Oui, oui, oui. Puis, aucun enfin, truc, c'était juste écrit mon candidat. oui, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, si tu y réfléchis, tu te dis qui a intérêt à faire ça? Il y a forcément un intérêt derrière, c'est-à-dire que personne va t'envoyer en mode, enfin, va se prendre le temps de payer des envois de SMS massifs, se développer le truc gratos avec aucun intérêt derrière, tu vois, c'est un peu. Ah bah, c'est ça. Et le site est encore up, je suis surpris. Mon-candidat.fr. Faire le test. Ah, voilà. Première question que j'ai. La France est le plus beau pays du monde. Ouais. Voilà. Ok. Effectivement. Effectivement, quand tu tombes dessus, tu te dis qu'il y a peut-être anguille sous roche. Je comprends que t'aies regardé. Ah oui, c'est ça. Autre question. Un vrai bonhomme mange de la viande au petit déjeuner. C'était celle-là, je crois. Là. Ah ouais. Et celui-là, je crois que ça met un point à Fabien Roussel. Voilà. Excellent. Bon, j'enverrai les gens sur l'article avec tous les détails. Il était cool. Maintenant, je vais passer sur un autre sujet que je trouve hyper intéressant, qui va aussi monter une autre facette des choses que tu sais faire, hein, parce que du coup, là, on a vu un peu d'IA, d'enquête, on a vu un peu de reverse engineering, mais celui-là, il paraît que tu saurais hacker une voiture autonome. Comment tu fais ça? Alors, je sais hacker des voitures de plusieurs manières. Ouais. Effectivement, la voiture autonome en fait partie. Ok. Alors c'est un truc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Celui-là, c'était vraiment, Ok. c'est un truc que j'avais vu il y a assez longtemps et je me suis toujours dit, j'ai envie de le reproduire parce que
c'est trop gros pour être vrai. Ok. Et du coup, j'ai reproduit un papier de recherche, mais à ma manière. Et je me suis rendu compte que l'algo que j'avais fait était plus optimal que ce qui avait été proposé il y a quelques années. Donc, je suis content d'avoir fait ce petit truc-là. Le concept, c'est en gros, donc dans les systèmes d'aide à la conduite ou de voitures autonomes, donc on appelle des ADAS, ADAS. Il y a un truc qui marche, qui est quasi universel, c'est la détection de panneaux. C'est Ok. c'est la première étape pour de la voiture autonome ou même pour de l'aide à la conduite, c'est détecter les panneaux qui sont au bord de la route. Ok. Et du coup, notamment chez Tesla et chez beaucoup d'autres, je pense, ils utilisent des réseaux de neurones pour faire ces détections-là. Donc, ils ont d'abord un premier réseau qui va essayer de trouver où sont les panneaux et donc ça va crop l'image pour récupérer uniquement les données de ce panneau-là dans une petite imagette. Et après, ils ont un deuxième réseau de neurones qui va le classifier. Et ça, du coup, en fait, les réseaux de neurones, ils sont vulnérables à ce qu'on appelle des attaques antagonistes, où en gros, à l'œil nu, en tant qu'humain, tu vois absolument pas qu'il y a un problème, mais tu vas très légèrement modifier l'image pour faire en sorte que le réseau de neurones, il hallucine complètement et il te sorte n'importe quoi. Donc moi, la démo que j'avais vue, c'était, ils prennent un panneau stop, ils mettent trois petits carrés noirs et blancs sur le panneau stop, Ouais. et ensuite le réseau de neurones, il va détecter un panneau limité à 50. Et donc en fait, bah il va cramer le stop quoi. Il va se Ok. dire oh bah tant pis, je peux y aller. Voilà, bon, ça c'est dans l'idée. Et ils l'ont juste le papier de recherche que j'avais lu, ils l'ont fait dans des conditions artificielles bien sûr, hein, dans un truc où ils vont jamais foutre ça devant une voiture autonome. Mais voilà. Donc il s'avère que donc les attaques antagonistes, ça, on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux de neurones, mais c'est un truc. Tous les réseaux de neurones, ils sont vulnérables. C'est par design en fait du. Ouais, en fait, Ouais. c'est les propriétés mathématiques d'un réseau de neurones, donc qui sont, c'est une fonction qui doit être continue et dérivable. Ok. Cette forme de continuité-là fait que tu vas avoir certaines modifications de ton input qui vont le faire complètement halluciner. Donc, tu en as typiquement si c'est sur un upload d'image, donc tu peux juste modifier chaque pixel. Tu modifies sa valeur de plus ou moins 1 sur 256, donc c'est vraiment Ok. rien du tout. On voit rien à l'œil nu en fait. Ouais, exactement. Ouais. C'est d'ailleurs, je crois, la première attaque antagoniste qui a été faite, c'était ça. Donc, il disait, bon, bah voilà, on prend un panda, on ajoute juste un tout petit peu de bruit dessus, mais un bruit qui est très bien calculé. Et Ouais. en sortie, ce qu'il détecte, ça va être une chaise. Et vraiment une chaise avec un taux de confiance de 99,9%. Ouais. Et donc là, c'était un petit peu la même, mais du coup, sur un panneau stop. Et au lieu du coup de modifier les pixels à plus ou moins 1, parce que ça, du coup, bah, avec le bruit de la caméra, Ça marche. ce Oui. bruit-là, il se fait complètement écraser. Ok. Là, ça va être plutôt des plus gros patchs. Et donc là, ce que j'ai, c'est du coup un modèle qui va me dire où poser mes petits carrés blancs, mes petits carrés noirs. Donc j'ai chez moi un panneau stop Ok. pour le faire. Et donc je le vois quand je présente un réseau de neurones. Donc c'est un truc que j'ai entraîné moi-même, ce réseau que j'attaque. Mais je l'ai entraîné avec le modèle qui est plus ou moins à l'état de l'art aujourd'hui, donc qui me fait un taux de classification correct qui est excellent. Euh, on sait aussi que deux réseaux de neurones qui vont être entraînés sur à peu près les mêmes données vont avoir généralement une transférabilité des attaques de l'un à l'autre. Ah ouais. C'est-à-dire que Ok. mon réseau, je développe une attaque pour lui, je peux en fait développer, enfin cette même attaque, elle marchera probablement, peut-être un peu moins bien, voilà, mais elle marchera probablement sur d'autres. Ça veut dire que la fonction est suffisamment similaire derrière, en fait, quand, à partir du moment où tu enregistres sur les mêmes datas, Ouais. ça se ressemble pas mal, quoi. Parce que c'est intéressant, j'avais jamais réfléchi à ce truc-là, mais du coup, effectivement, le réseau de neurones derrière, donc c'est une fonction Ouais. qui est continue, et donc ça fait qu'en fait, chaque point de ta fonction va donner une prédiction, Ouais. mais tu n'as pas de dégradation propre de la fonction. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es à un endroit, c'est à 90% le panneau stop, le truc juste à côté, c'est pas forcément 89%. Ça peut être tout d'un coup le panneau. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est en trouvant ce truc-là, donc en gros, tu es dans un espace à des milliers de dimensions, parce que du coup, chaque pixel, c'est une dimension. Donc c'est une fonction qui a juste plein d'entrées. Et en fait, tu dis, ok, bon, là, effectivement, il me classifie correctement un panneau stop. Où est-ce qu'elle va être la prédiction panneau à 50 la plus proche? Et en fait, tu vas te rendre Ouais. compte que si tu fais modifier chacun de tes pixels dans la bonne direction,
hop, et bah le panneau à 50, tu peux le trouver très rapidement. En fait, il est très proche dans cet entourage-là. Ok, mais du coup, comment tu les, enfin toi, comment tu les trouves ces espèces de points d'inflexion là, ces points de Alors en comment? fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire l'étude du gradient. Donc en fait, vu que c'est une fonction dérivable, tu peux dire ce pixel-là, si je le modifie, comment va changer le score de prédiction. Ok. Et Ok, très souvent, dans une direction, ça va augmenter, dans l'autre direction, ça va diminuer. d'accord, Et donc ok, moi, ce que je fais, c'est que je prends chacun de ces points, je calcule donc sa dérivée par rapport au score de panneau stop et aussi sa dérivée par rapport au score panneau 50. Et en gros, chaque pixel, je vais le modifier de 1 pouillème dans la bonne direction, qui va faire baisser un peu la classification de panneau stop et monter un peu la classification de panneau 50. Et donc, tu fais ça et ça prend 1 millième de seconde de le faire sur une image. Et après, tu as calculé ta nouvelle image et elle est, ok. voilà. T'as plein de techniques, mais voilà. Et du coup, celle que j'ai faite avec le panneau stop, du coup, en conditions réelles, c'est un poil plus compliqué, parce que du coup, il faut simuler le panneau stop dans plein de directions, dans plein Ouais. d'orientations avec la luminosité et tout ça. Donc, je me suis emmerdé à me prendre en photo avec mon panneau stop, dans 50 manières différentes de placer les points de l'octogone du stop pour que après je puisse simuler. Ok, je pose un patch blanc à tel endroit et du coup, je peux simuler 50 photos simultanées où je fais ça. Ok. Et du coup, ça marche comme ça. Mais voilà, du coup, ça, tu peux prendre n'importe quel véhicule autonome et Ouais. si tu arrives à extraire le modèle, là, il y a des chercheurs qui avaient fait ça aussi sur une puce qui était du coup dans les Tesla. Alors ils l'ont fixe depuis. Ils ont ajouté quelques protections, mais ça reste toujours. Enfin, on a trouvé aucune protection qui marche à 100% sur ce genre de truc. Et, euh, et ils ont réussi du coup à faire halluciner une Tesla quoi sur les panneaux. Et là, du coup, sur l'IA générative, c'est des trucs qui marchent aussi, hein. Là, je l'ai vu récemment sur GPT Vision, où pareil, il faisait halluciner le modèle Vision en lui disant qu'est-ce qu'il y a sur cette image, et en fait, il détectait complètement autre chose. Ok. Et c'est aussi comme ça que marche Glaze. C'est un outil qui permet aux artistes de protéger leurs œuvres face à l'IA. Donc en fait, face à l'IA générative, Ouais. pour pas qu'on puisse dire génère-moi une œuvre à la manière de un tel. En fait, c'est pareil, ils appliquent une couche de bruit très légère qui est calculée pour faire complètement vriller les modèles Sur leurs œuvres à eux, tu veux dire sur les œuvres sur leurs œuvres originales? à eux, ouais. Donc Ils en mettent fait, ça, comme ça, le truc peut pas reconnaître, il arrive pas à regrouper leurs œuvres, en fait, c'est ça ou? il arrive pas à comprendre Ok. le style d'une personne, par exemple. Ah ouais, c'est fou ça. Et Il donc en arrive. fait, Ok. c'est ça. Les artistes, avant de publier leurs œuvres en ligne, ils mettent Glaze dessus et ensuite Ok. l'IA, elle hallucine complet. Et c'est là qu'on voit aussi la transférabilité des attaques, c'est que Ouais. cette attaque-là, Glaze, ils l'ont entraîné sur le modèle open source, donc qui est Stable Diffusion, mais en fait, il fait complètement bugger Midjourney aussi. Ok. Alors qu'ils n'ont jamais eu accès au modèle de Midjourney, donc ils n'ont jamais pu calculer les gradients et tout ça, mais malgré tout, l'attaque se transfère très bien de l'un à l'autre. Ouais, parce que ce qui est hyper intéressant, du coup, c'est que tout comme les LEM, les réseaux de neurones, finalement, le principe sous-jacent reste le même, c'est-à-dire la fonction continue dérivable en n dimensions. Et donc, en fait, on est quand même en train de, enfin, on a quand même potentiellement un truc qui est structurel dans ces. Ce qui est intéressant, juste, je trouve ça marrant de faire le parallèle avec le. Du coup, ça marche pas du tout sur les cerveaux humains, ce truc-là. Tu vois? Ouais, on a quand même les illusions d'optique. Oh, c'est vrai, c'est pas faux. Ça marche C'est pas différemment, faux. mais ouais, on a Ouais, aussi des manières de faire un peu bugger le cerveau humain. ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai on est moins sur des trucs comme ça au pixel près, parce qu'en fait, Ouais. c'est un input analogique, le cerveau humain, donc c'est un peu différent. Mais ouais, Mais nous, on trouve des patterns. On trouve des patterns là où il y en a pas, peut-être. ouais, C'est un... il y a ça, Ouais. il y a plein de manières où en fait, t'as quand même des similarités. Donc, on n'a pas les attaques antagonistes en tant que telles, elles existent pas sur le cerveau humain, mais en fait, on a plein de manières D'autres biais, d'éclairer le quoi. cerveau, de faire entendre au cerveau des trucs en utilisant juste des fréquences un peu cheloues, des trucs comme ça, et que ton cortex, il dit, ah bah oui, ça doit être ça, et voilà. Ouais. Il lit des paroles. Ouais, ouais, oui, ça me... Moi, je vois l'hallucination où tu sais, t'as des gens qui parlent en anglais et en Oui, fait, tu les entends à côté, tu comprends les trucs en français et en fait, ouais. mais non, ils sont en train de parler en anglais, ça n'a rien à Ouais, voir. les hallucinations auditives. Bah, C'est c'est ça, rigolo. et t'as plein d'exemples comme ça aussi sur le cerveau, hein. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, oui, après, ce que tu disais, c'est que donc tu fais pour la voiture autonome, en fait, tu fais des choses assez théoriques et après les étendre sur le terrain, c'est plus compliqué. Mais ce que tu disais dans cette vidéo que j'ai regardée, c'est que il y a des gens qui arrivent à faire des choses qui sont
on dirait pas qu'il y a une attaque en fait, parce que si toi tu bidouilles le panneau, bon, ça se voit, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs qui ont l'air naturels en fait. Ça. Alors moi, mon attaque, elle est très simple, donc c'est des carrés noirs et des carrés blancs. Là, du coup, je fixe arbitrairement en fait combien je vais en mettre dans mon attaque. Donc là, je dis avec 10, j'arrive à faire une attaque qui marche à 90%. Donc je me dis bon, ça me suffit. Mais ça reste encore visuellement, en tant qu'humain, tu reconnais que c'est un panneau stop, mais tu dis il y a un truc bizarre dessus. Il y a du coup les chercheurs là dans ce même papier original que j'avais lu qui ont fait aussi d'autres méthodes où en fait au lieu de coller des carrés noirs et blancs qui sont un peu cramés, ils collent soit un sticker avec une espèce de graffiti dessus où là tu dis ah bah oui c'est un gars qui a voulu se faire sa pub, enfin t'en as plein tu vois des panneaux où il est collé dessus, ou aussi des espèces de taches de boue, tu vois des taches un peu grises, gris clair, gris foncé, tout ça qui couvre un peu plus de surface sur le panneau. Mais c'est pareil, tu vas juste te dire, oh, bah, le panneau, il est sale, alors que une IA va dire, ah, bah oui, je reconnais parfaitement un panneau limitation de vitesse à 130. Allons-y. Excellent. Ok, trop cool. Je mettrai les liens vers cette vidéo parce que moi je l'ai trouvée hyper intéressante. Vraiment, sur la vidéo, on te voit faire la démo, on te voit avec les trucs, donc c'était très cool. C'est une conf que je donne. Attends, est-ce que oui, je crois que je la donne si jamais c'est à l'événement normandie.ai le 19 décembre. Ok, un peu avant Noël, trop cool. S'il y a des Normands dans le coin et tout, trop bien. Encore un truc qui est assez cool. T'as trouvé un bug dans Python qui est impossible à réparer. C'est vrai ça? Ça c'est rigolo ça. Ouais, alors je m'intéressais pas mal au générateur de nombres aléatoires l'an dernier, il y a 2 ans. Ok. Ah, parce que tu fais de la crypto aussi, donc D'ailleurs, j'en profite, je suis très content. On a participé avec des copains à une Olympiade de crypto et là, les résultats viennent de tomber. On est médaillé d'argent, donc on est. C'est vrai? Incroyable. Alors médaille d'argent, c'est 7e place. Les 6 premiers sont médaillés. Ouais, c'est comme Kaggle en fait. Je vois un peu le fonctionnement. Mais voilà, mais c'est un truc où il y a des chercheurs, il y a des brutes dans le domaine, donc on est content d'avoir réussi à s'en sortir. Ouais, mais j'ai lu des articles de trucs que tu faisais en crypto, c'était assez pointu aussi. Je te poserai la question après, mais c'était vraiment hyper intéressant. Ok. Donc là, du coup, pour un challenge de crypto, je m'intéresse du coup aux générateurs de nombres aléatoires. Alors, les générateurs de nombres aléatoires, par défaut, dans la plupart des langages, que ce soit du C, du Java, du Python, du ce que tu veux, qui soit pas du Go et du Rust, je crois. Ok. C'est des générateurs de nombres aléatoires qui sont ultra vulnérables à plein d'attaques. Okay. Donc tu peux, qui sont prédictibles. C'est-à-dire que un attaquant qui réussirait à récupérer les sorties de ces générateurs de nombres aléatoires, les n premières sorties, donc en Java c'est genre il suffit juste de 2 sorties. Ah ouais. Et en Python c'est 617, un truc comme ça, mais voilà. Ok. Un attaquant qui réussirait à récupérer les n premières valeurs qui sortent de ton générateur, il peut reconstituer l'état interne et du coup prédire toute la suite de ton générateur. Et donc là, je voulais faire un truc. Alors ça, c'est un challenge très classique en CTF, faire une manière de fournir l'output. Tu vois, souvent c'est un jeu de devine à quel nombre je pense. Et c'est un nombre à 32 bits, donc impossible à deviner. Et raté, je pensais à ce nombre-là. Le truc, c'est que du coup, au bout d'un moment, bah hop, t'arrives à prédire de manière exacte et te faire du faux argent qui te permet d'acheter le flag. Et de marquer. D'accord, ok, dans le CTF. Et là, du coup, là, je voulais en faire un peu différemment. Et je me dis comment est-ce que je peux faire en sorte que mes participants ils récupèrent des outputs. Donc ce que tu vas essayer de faire généralement c'est de récupérer des blocs complets de 32 bits. C'est ça qui est plus facile pour reconstituer l'état interne. Et comment je fais en sorte qu'ils puissent récupérer des blocs de 32 bits comme ça, mais sans direct leur dire je fais un get 30 bits 32 et je te donne l'output parce que ça c'est cramé. Et du coup je voulais regarder peut-être un shuffle, peut-être des uniformes, des gaussiennes, des machins, enfin un peu regarder des fonctions random qui permettraient d'une manière ou d'une autre de reconstituer le truc. Et du coup, je commence à creuser le code de Python random.c, donc sur l'interpréteur C Python, qui est du coup l'interpréteur le plus classique en Python que tout le monde utilise. Et c'est super intéressant. Le code, il est écrit de manière très limpide. Franchement, genre je m'étais jamais posé la question comment est-ce que tu mélanges une liste aléatoirement. Et en fait, c'est super élégant. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui s'y intéressent, je vous le spoil pas, mais allez voir, c'est super intéressant. Et il y a une fonction qui est appelée un peu tout le temps,
qui s'appelle Round Below. C'est une fonction qui te sort un entier entre 0 et n-1. Et en fait, je me rends compte que dans cette fonction-là, t'as un truc où il calcule en gros un chiffre de bits pour savoir combien de bits ils doivent tirer sur le générateur. Et je me rends compte que dans certains cas, donc dans le cas où n est une puissance de 2, qui est quand même assez fréquent, Ouais. cette fonction-là, elle est 2 fois trop lente et du coup, elle consomme 2 fois trop d'entropie. Et enfin voilà, c'est rien du tout, hein. C'est Ouais. voilà, du rien du tout. Mais c'est des fonctions qui sont appelées des milliards de fois par seconde. Enfin, c'est des trucs qui sont vraiment le random en Python, c'est un peu un des trucs de base. Donc voilà. Et donc, je me dis vraiment, je pense, tu fixes ce truc-là, je compense mon empreinte carbone pour toute ma vie. Juste basé Ouais, ouais, sur cette ouais, ouais. micro-puissance de calcul-là qui est gâchée. Voilà. Et en fait, donc, je commence à creuser. Alors, faire des contribs au moteur de Python, ça se fait, c'est pas simple parce qu'il faut genre signer des formulaires, il faut s'inscrire, il faut machin. Ah ouais, ok. Bah, c'est des trucs où, ouais, t'as pas mal de trucs où, pareil, tu dois t'engager, tu dois signer une charte du contributeur, tu dois aussi, Ok. t'as pas mal de trucs. Et du coup, moi, j'écris ma pull request après avoir fait tous ces trucs-là. Donc, d'abord, j'ouvre un ticket. Je dis, là, il y a un truc un peu bizarre. Il y a le patron de toute la division mathématiques et calcul de Python qui répond, qui dit, ah ouais, c'est intéressant. Voyons ce qu'on peut en faire. Donc, j'écris ma petite pull request. C'est vraiment juste, j'ai écrit 2 lignes de code, quoi, juste un petit Ah ouais, truc ok, ok. pour changer parce que c'était vraiment un calcul d'une longueur de bits. Et donc je recompile Python. Alors ça, voilà. C'est long. Ouais, c'est long et surtout j'ai genre des centaines de tests qui explosent. Ok. Et je me dis putain. Et donc je regarde et en fait le truc c'est que il y a un peu une philosophie dans Python et dans beaucoup d'autres langages qui est en fait tout à fait respectable, qui est de dire on ne modifie pas le comportement du générateur de nombres aléatoires de Python sans une très bonne raison. Ok. Parce qu'en fait, on veut la reproductibilité des résultats. Et en fait, quand tu seeds ton générateur de nombres aléatoires, donc tu vois, tu dis random.seed, après tu mets une valeur. Ouais. Quand tu fais ça, ton générateur, il va devenir prédictible. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, il va te sortir les mêmes valeurs. Oui, Si tu ok. seeds deux générateurs différents à l'autre bout du monde avec la même La seed, même valeur, ouais. il va te sortir exactement les mêmes valeurs. Ouais. Sauf que là, le truc, c'est que en faisant ça, on faisait un changement où Ah, ok. avec la même seed, ça te sortait pas les mêmes valeurs parce que du coup, Ok. on consommait moins d'entropie et donc on allait voilà taper moins de Ah ouais, d'accord. Donc tout d'un coup, entre deux versions différentes de Python, exactement. t'aurais ce... T'as Ok. plus le même comportement entre deux Ok. versions et donc ils ont dit bah merci monsieur, Ah mais ouais. malheureusement là c'est un fixe qui serait en fait qui apporterait des changements tellement Ouais. drastiques Pour que certains, ouais. on n'en veut pas. À la limite, si un jour on sort Python 4, Ouais, pourquoi pas? peut-être. Et Ok. encore. Donc Pas voilà, sûr. donc Ok. c'était assez rigolo de creuser un peu comment ça marche le RNG de Python juste par curiosité parce que voilà, Ouais. et de me retrouver à dire mais attends, là il y a un gros trou dans la raquette là à cet endroit-là et malheureusement qu'on puisse pas le fixe du tout. Et je voulais te poser la question, c'est trop marrant, et je pouvais te poser la question de, ok, donc t'as ces générateurs pseudo-aléatoires, donc si tu chopes un certain nombre Ouais. d'éléments de la suite, en fait, tu peux prédire donc finalement toute la suite. Ce truc-là, donc tu me dis c'est assez classique, ils sont un peu tous vulnérables à ça, Ouais. donc pourquoi on fait pas des vrais générateurs aléatoires en fait? Ouais. Alors on en fait aussi. Tu as une différence entre donc les PRNG, donc générateurs de nombres pseudo-aléatoires, et Ouais. les CSPRNG, donc générateurs de nombres aléatoires, cryptographiquement sécurisés. Cryptographically secure en anglais. Ce truc-là, les CSPRNG, il y en a aussi dans tous les langages. Java, t'as Secure Random. Ah ouais, ok, je vois. En C, ça doit être dans des libs crypto. En Python, c'est pareil, dans toutes les libs crypto, t'en as. Non mais je vois, parce que en Ruby, on a Secure Random, effectivement, qui est pas pareil que Math Exactement. Random, ok, ok. Exactement. En fait, c'est une question de performance. En Ouais, fait, ok. dans 99% du temps, ton random, tu t'en fous qu'il soit prédictible, tu veux juste qu'il soit performant. Et un CSPRNG, forcément, tu vas avoir des opérations un peu plus crado derrière, un peu plus denses. Et du coup, il va être peut-être 10 fois moins performant. Donc, il va te sortir 10 millions de nombres à la seconde au lieu de 100 millions. Hein, c'est Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Mais pour du cryptographique du coup et pour voilà des trucs où tu as besoin que ce soit pas prédictible,
il faut utiliser Secure Random. Et ça, alors, j'ai une petite anecdote là-dessus. Vas-y. Donc, le random sécurisé, c'est un truc à une époque, donc chez Coding Game, chez qui j'ai bossé. Chez Coding Game, tu as du coup des jeux en multijoueur où en gros, chacun code un petit bot, donc code son IA, et va jouer un jeu contre un autre joueur, donc contre une autre IA. Et après, tu as un système de classement comme ça. Et il y a une année, alors je me souviens plus exactement ce que c'était, mais c'était genre, tu vois, un jeu de cartes où du coup, chaque joueur a accès que à ses cartes. Et du coup, tu dois dire les coups que tu fais et tout ça et essayer d'un peu, voilà, anticiper les stratégies. Ok. Donc, c'est hyper compliqué, c'est super intéressant comme challenge. Et il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, donc vu que chez Coding Game, on publie le code source des jeux à chaque fois pour que les gens ils puissent aussi recoder le moteur à la maison et entraîner leurs IA, Ah, comme trop ça. bien. Ok. Ils se sont rendus compte que le générateur il utilisait du coup math.random et non pas math.secure_random. Ah, ok. Et du coup que juste en regardant les cartes, Leur carte à eux. Ah ouais. donc en connaissant une partie de l'aléatoire, Ok. tu peux reconstituer exactement le jeu de ton adversaire et tu peux aussi prédire exactement l'état de la pioche. La pioche. Ok. Et donc du coup ça te donne un jeu qui a encore une autre dimension. Et donc voilà. Alors c'est très rigolo parce que chez Coding Game t'as quasiment pas de cash prize, hein. Les challenges, donc t'en as un tous les 3 mois, t'as genre 10 000 personnes qui jouent. Le premier, il gagne un t-shirt. Voilà. Ok. Et donc, c'est un truc qui est très cool pour justement ce partage de connaissances. Parce que quelqu'un qui trouve une faille comme ça, au lieu de l'exploiter et se faire un podium comme ça, il va faire un article de blog en mode, au Ouais. fait, j'ai trouvé un truc rigolo, regardez ce que j'ai fait et machin. Et du coup, c'est très cool ce genre de partage. Et donc, ça nous a beaucoup fait rire. Ouais, j'avoue. Du coup, maintenant, c'est Secure Random. Par défaut, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Non, mais trop bien, effectivement, parce que justement, j'allais te demander quel est les cas d'application. En fait, il y a des cas d'application de ces prédictions de random, tu vois, dans de la crypto, Ouais. pas de la crypto, dans la cyber ou des choses comme ça. Bah en fait c'est ça. Quand tu vois en cyber un générateur de nombres aléatoires qui est pas un secure random, Ouais, ça donne un c'est pas indice. bon. Surtout Ouais. dans les challenges, ça donne un indice qu'il y a un truc rigolo à faire. Mais d'ailleurs, c'est chez Kaspersky, ils avaient le KPM, donc le fourni avec la suite d'antivirus, tu pouvais acheter aussi un abonnement à un gestionnaire de mots de passe. Ok. Et le password manager de Kaspersky, pendant longtemps, il Ok. utilisait non seulement un mot de passe, un générateur de mots de passe qui utilisait un random prévisible, donc qui utilisait le random par défaut de C, mais en plus de ça, pour la seed du générateur, il utilisait time, donc c'est-à-dire il utilisait le timestamp en secondes. Ok. Donc c'est-à-dire que deux personnes à l'autre bout du monde qui génèrent le même mot de passe à la même seconde, enfin qui génèrent un mot de passe Elles avaient le même mot de à la passe, même quoi. seconde, ils avaient le même mot de passe. Ouais. Et donc du coup, Donc potentiellement, tu pouvais faire ce que tu avais fait sur les visages de 10 personnes de notre existe. c'est ça, c'est ça. Et là, du coup, t'en as des mots de passe. T'as 31 millions de secondes par an, et bah t'as 31 millions de mots de passe par an que tu peux brute forcer, quoi. Donc si tu sais que ta victime, elle utilise Kaspersky, 31 millions de mots de passe sur un GPU, c'est un centième de seconde, quoi. Ouais, ok. Excellent. Ah, je connaissais pas cette anecdote. Du coup, donc on a balayé déjà plein de sujets là. Il y en a encore d'autres que je veux voir, mais je voulais te demander sur. Tu m'as dit un peu ton d'où tu venais, mais quand même, tu vois, t'es quand même pointu sur pas mal de trucs. C'est quoi un peu ton secret, Ouais. Comment tu es pointu sur autant de sujets qui sont la crypto, l'IA, le code en général? En fait, ouais, le fait que je sois pointu, c'est une illusion. En fait, je connais beaucoup de domaines, mais de manière assez superficielle. Enfin, oui, il y a quelques domaines où je pense que je suis pas mauvais, tu vois. Genre l'algorithmique, la crypto, le reverse engineering. Il y a plein de trucs où genre, en fait, on se rend pas compte, mais c'est des domaines qui sont pas très compliqués à comprendre. Surtout, en fait, quand tu connais déjà un petit peu, enfin, c'est un peu, tu vois, créer une culture technique. Du coup, de découvrir un nouveau truc, tu dis, ah bah oui, je sais, parce qu'en fait, c'est fait de la même manière un peu là-bas, et donc ça te permet aussi d'apprendre super vite d'autres concepts, de comprendre comment les trucs marchent. Mais en fait, tout ça, ça vient de un peu la curiosité, tu vois, de se dire, bah, j'ai jamais compris comment ça marchait, et au lieu de juste accepter la réponse de c'est comme ça, je vais me dire, je vais aller voir comment ça marche, tu vois. Donc genre le code source de Python, je me dis au début bon, je vais aller voir par curiosité, et puis en fait c'est super intéressant, et tu regardes, t'as genre
Le fichier, il fait genre 500 lignes de code, dont 300 lignes qui servent pas à grand chose et qui sont pas très intéressantes. Ok. Mais du coup, tu te nourris de ça. Et moi, c'est aussi un peu cette passion-là de comprendre comment les choses sont foutues et éventuellement d'aller voir comment je peux les bidouiller derrière et aller modifier. Mais ce que j'ai vu quand même plusieurs fois dans ce que tu fais, c'est que tu as quand même cette capacité à pas, justement, ce que tu dis, à pas te laisser noyer dans le bruit de plein de trucs qui servent à rien. Tu as cette capacité peut-être dans un truc que tu comprends pas 100%, à aller avec un peu d'intuition, choper les trucs que tu comprends, reconstruire, tu vois, quelle était l'intention derrière, et du coup, à la fin, tu comprends plus vite. Je pense que, je sais pas, le commun des mortels, en tout cas, que plein de gens, tu vois, qui se disent, waouh, il faut que je comprenne tout pour comprendre le truc, tu vois. Je pense pas, hein. Non? Sincèrement, c'est un truc où c'est un peu une illusion de se dire que moi, je comprends les trucs super vite et Ouais. j'ai la capacité de détecter exactement ce qu'il faut faire aux bons endroits et tout ça. Vraiment, c'est un truc, j'ai pas l'impression d'avoir des compétences surnaturelles. C'est juste un peu cette curiosité-là. Il y a aussi, souvent, je vais dans des fausses pistes, je fais des trucs, un peu pas ouf, enfin, genre qui me font perdre du temps pour pas grand-chose, mais Mm. finalement, c'est des pertes de temps qui sont souvent aussi de l'apprentissage, parce C'est que, clair. bah, voilà, c'est tu te plantes, tu perds du temps sur un truc, tu fais des trucs pas efficaces, bah, la prochaine fois, tu sauras que: «Ah oui, je me souviens, la dernière fois, j'avais essayé de faire ça, bah, en fait, c'est comme ça plutôt qu'il fallait faire». Et donc en fait, tu as un peu, et aussi, tu as un peu ce truc-là de biais de je montre que les trucs intéressants à montrer. Ouais. Dans ce que je fabrique, je vais pas parler des 4 heures que j'ai fait à lire de la doc en chinois qui, en fait, m'a Ouais. servi pas à grand chose parce que c'était pas le bon truc. Et du coup, ça va être un peu aussi distillé. Donc, c'est aussi le piège de la vulgarisation, c'est d'expliquer les choses de manière simple. Mais du coup, les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais du coup, en fait, dans sa tête, c'est limpide. Alors que non, pour moi, c'était un brouhaha, et même le fait de l'écrire, ça m'aide beaucoup à structurer ma pensée, à me dire: «Ah ouais, c'est marrant, je peux l'exprimer comme ça», et voilà, c'est comme ça que. Ouais, et puis après tu construis aussi, tu mémorises tes trucs et tu les réutilises pour plus tard, Mmh. etc. Ok, excellent. Du coup, tu fais aussi de l'électro. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as quand même toutes ces compétences-là? C'est ton école? Parce que tu fais quand même de l'électronique, j'ai vu. Donc, si on peut bifurquer vite fait sur la croix de pharmacie, parce que ça, j'ai quand même Ouais. envie de comprendre. Donc, il y a la vidéo là qui est sortie, de nouveau avec Sylvain. Enfin, j'ai pas compris d'où vous avez eu cette idée-là, quoi. Alors, il y a beaucoup de trucs que je fais que j'ai pas appris à l'école. Ok. Je fais beaucoup de cybersécurité. J'ai En école d'ingé, je n'ai pas fait une seule seconde de cybersécurité. C'était dans les assos, du campus à la limite, ou en perso, mais vraiment, voilà. Pareil, du Python, j'en ai jamais fait. Nous, donc moi j'ai fait INSA Lyon, enfin qui est une école que j'ai néanmoins vraiment kiffé, hein, qui était vraiment trop bien pour plein de trucs. Mais tu vois, le Python, dans lequel, voilà, je me considère aussi très bon, j'en ai fait 0 ligne Ok. pendant mes études. C'est juste que j'ai découvert que j'en avais un peu marre de faire du C++ pour les cours. Donc voilà, le Python. L'électronique, c'est pareil. Alors l'électronique, c'est un peu différent. J'en ai fait au lycée, j'en ai fait vite fait en prépa intégrée parce que c'est ça que tu fais, les circuits RLC, les trucs comme ça. Mais beaucoup de ce que je fais, c'est des trucs que j'apprends par passion. Ok. Et c'est aussi un truc qui bloque pas mal de gens, de se dire j'ai j'ai jamais appris à faire ça, donc je ne sais pas le faire. Ouais. Et oui, bah oui, c'est vrai. Mais en attendant, ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Ouais. C'est Ouais. juste que là, tu sais pas le faire. Mais voilà. Donc pour en revenir du coup à Ouais. cette croix de pharmacie. Donc moi, c'était avril 2022. Je sais plus pourquoi l'idée me vient, mais je sais pas si tu vois cette passion qu'ont les gens, les hackers, les bidouilleurs, à jouer à Doom sur à peu près n'importe quelle forme d'objet connecté. Donc J'ai vu avec la vidéo, ouais, je savais pas avant, voilà. mais On a vu ça, donc des gens qui récupèrent, qui désossent des validateurs de tickets de métro, des tests de grossesse avec des petits écrans et tout ça. Tant ok. que tant qu'il y a un écran sur un objet, on peut run Doom dessus. C'est un peu ça la philosophie. Ok. Et je me rends compte que, donc je sais plus, j'étais en train de me balader sur Reddit, je vois ça, je vois, bah, ils ont fait tourner Doom sur un test de grossesse. Moi, je me dis putain, il y a jamais personne qui l'a fait sur une croix de pharmacie, je crois. Parce que les croix de pharmacie, il y en a pas partout. Il y en Non. a en France, en Belgique, en Italie, tu vois, mais il y a pas tous les Ouais. pays du monde qui en ont. Et du coup, je me dis bon, je le tweet, tu vois, un peu pour déconner. Et là, vraiment, ça commence à prendre un peu de l'ampleur, tu vois. Je vois des Ah gens ouais. qui Ok. commencent à dire, waouh, en vrai.
dinguerie, tu vois, juste pour le kiff, ça sert à rien. Et du coup, je me retrouve à garder ça dans un coin. J'ai eu un contact avec un pharmacien qui au final est tombé à l'eau et tout ça, mais voilà, j'ai ce truc-là qui est un peu resté dans ma tête pendant 2 ans. Et du coup là, en début de cette année là, en début 2024, il y a quelqu'un qui tag mon pote Sylvain sur Twitter et qui lui dit: j'ai trop envie d'avoir une enquête de toi sur les croix de pharmacie parce que euh, sur TikTok, il y avait un peu une trend de prendre des animations de croix de pharmacie un peu qui bougent un peu dans tous les sens, voilà, et de mettre de la musique techno dessus, un peu en accéléré. Et vraiment, c'est des trucs qui faisaient des centaines de millions de vues sur TikTok. Et donc il y a eu un peu ce regain d'élan pour les croix de pharmacie. Et mon pote Sylvain, il réussit un peu par ses contacts et par des gens qui le contactent à récupérer les croix de pharmacie. Donc lui, il est allé en bagnole jusqu'à La Rochelle, donc depuis Paris. Il s'est fait un giga road trip avec son associé Jules pour aller choper cette croix de pharmacie. Je le vois passer dans ses stories Insta et je lui envoie un DM en disant: mec, tu n'imagines pas à quel point je suis intéressé par ce que tu as là. Et donc on se fait un petit call. Il me présente aussi des trucs. Donc on se connaît depuis quelques années maintenant avec Sylvain. Voilà, on se voit régulièrement et là du coup on commence à faire un peu de reverse dessus. Donc on regarde d'abord le protocole radio, les choses comme ça, et après je dis bon, ok, c'est bien Le cool, mais protocole là radio, c'est parce que là, elle est contrôlée par une télécommande, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. ok. Pour programmer ta croix, tu Ok. branches une petite clé USB avec une antenne radio dessus et Ok. t'as le logiciel, il la programme à distance. Ok. Donc on commence à faire ça, mais je dis bon, là, je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose sur ce truc-là. Ok. Faut l'ouvrir. J'arrive demain. Je viens demain. Et là, du coup, on commence à bidouiller dedans. Il y a plein de. En fait, une croix de pharmacie, c'est un truc, c'est des matériaux un peu archaïques. Ouais. C'est censé résister à tous les éléments pendant des dizaines d'années. Ouais. Parce que ouais, tu Ça vois, coûte cher un truc comme ça? Je sais pas si c'est. combien ça coûte une croix de Ouais. pharmacie d'après toi? Là, c'est un modèle le plus basique qu'on a avec des LED. Je sais pas, je me dis, tu vois, comme ça, je dirais, je sais pas, peut-être 1 000 €, un truc comme ça? Ouais. Ouais. Une croix de pharmacie neuve, le modèle simple qu'on a, donc la Smart Light de base, ça coûte, je crois, 6 500 balles. Ah ouais, quand même. Voilà. Punaise. Ah Et ouais. les plus avancés, tu peux aller dans du 15 000 facile, quoi. Putain, ok. Après, c'est des trucs qu'ils amortissent sur 10 ans, tu vois. Mais Oui, oui, oui. Ouais, mais bon. Ouais, ouais, ok. ça fait quand même un petit loyer à payer, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, la croix de pharmacie, donc, il y a pas mal de surfaces d'attaque. Ils sont sympas parce que c'est des composants qui sont bien identifiés, machin. Ok. Nous, ce qu'on a fait, du coup, c'est on a intercepté, en fait, la donnée. Donc, c'est des bus, ça s'appelle du bus SPI, donc c'est de la donnée électronique en Ouais. série qui est envoyée dans les écrans. Donc, tu as un écran de chaque côté. De comprendre comment il est foutu ce format, parce que les pixels, ils sont envoyés dans un ordre qui est absolument incompréhensible. Enfin, genre, il envoie la première moitié, donc c'est une croix de pharmacie, c'est en 5 panneaux. Il envoie genre la première moitié, donc la moitié de gauche du panneau, une ligne sur deux. Après la moitié de droite, une ligne sur deux. Enfin, il fait des trucs comme ça. Et après, il fait l'autre ligne sur deux, donc il fait les lignes paires et impaires. Enfin voilà. De Ok. comprendre comment est foutu ce format-là. Ok. Comment est-ce qu'ils arrivent aussi à créer des nuances? Parce qu'une LED, normalement, tu peux pas l'allumer à 50%. Une LED, c'est forcément allumé à 100% ou éteint à 100%. Et du coup, comment tu crées de la nuance là-dessus? En fait, tu la fais clignoter hyper vite. Une Ok. LED, ça peut clignoter plusieurs milliers de fois par seconde sans souci. Et du coup, en fait, tu la fais clignoter et c'est ce pourcentage de temps allumé qui correspond à la Ok. Et luminosité. nous, on voit Donc, pas le clignotement. tu as Ouais, plein de ok. trucs comme ça. Et donc, on se retrouve à, en fait, euh, débrancher les écrans de la carte mère de la croix de pharmacie et après envoyer notre propre signal dedans. Et après, on peut afficher ce qu'on veut, quoi, sur les. D'accord. Donc en fait, tu as compris le protocole et après, tu as Exactement. remplacé le hardware qui contrôle les Ouais. 5 écrans, en fait. Ok. Exactement. Ok. Et là, du coup, donc cette vidéo-là, elle a très bien marché sur sa chaîne. Je crois qu'elle a genre 800 000 vues. Tu vois. C'est un truc qui Ouais. fascine tout le monde, les croix de pharmacie. Mais surtout, c'est tellement inattendu. Que tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un pharmacien, là, à 2 heures de Ouais. Paris qui a vu la vidéo et qui a contacté Sivkin Ouais. en lui disant, Est-ce que bah tu. écoutez, moi j'ai une croix de pharmacie, je m'en débarrasse parce que je suis en train d'en changer aussi. Est-ce que vous voulez la récupérer parce que sinon elle part à la déchetterie, quoi.
Du coup, bon, Sylvain, il dit, moi, ça va, j'en ai déjà une, mais je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et donc, c'est comme ça que j'ai une croix de pharmacie dans mon salon. T'as aussi une croix de pharmacie. Voilà. Excellent. Donc, ça pèse 30 kilos. J'habite au 6e sans ascenseur. Et c'est super encombrant. C'est très, très gros, une croix de pharmacie. On le voit pas quand on est en bas, mais vraiment, Ouais. Oui, enfin, parce ça qu'elle fait- est large aussi, ouais. ouais, c'est ça. Ça fait 1 mètre de large, quoi. Ouais, ok. Et du coup, donc il y avait zéro doc là-dessus, hein, ça a été Il y avait purement. zéro doc. Ouais. C'est que de la rétro-ingénierie. Parce que derrière, c'est quoi? Il y a un seul constructeur de croix de pharmacie, en fait, c'est ça? Il y en a pas. quelques-uns, mais Ouais. il y en a quelques-uns, mais c'est quasi du monopole. Ouais. Ouais, c'est ça, ok. Donc, effectivement, mais en fait, je revenais sur le truc de. J'ai regardé le thread Twitter que t'as fait dessus. Il y a quand même pas mal d'étapes. Tu vois, à la fin, on voit la vidéo finalisée, mais en fait, toutes les étapes qu'il faut pour comprendre le truc, comme tu dis. Tu vois, est-ce que les trucs étaient un peu what the fuck que tu disais sur le fait qu'ils envoient les lignes dans le désordre ou c'est des contraintes de design ou c'est du. Enfin, ils se sont pas dit, on va me rétro-ingénierie. Ils ont pas fait exprès de faire des trucs complexes. Oui, je pense que effectivement, c'était soit une limitation du hardware. On ne sait pas si les panneaux de LED Ok. c'était des trucs qu'ils avaient achetés déjà faits comme ça, s'ils avaient leur propre contrôleur. Ah ouais. Probablement, c'est des trucs où en fait c'est des écrans standards Ok. qu'ils ont acheté comme ça, donc dont le protocole fonctionne de cette manière-là. Ok. On sait pas trop, mais bon, c'est effectivement pas des protections anti-reverse engineering. Ouais. De toute façon, en fait, dans l'IoT, t'as tellement de contraintes de, on veut que ça coûte le moins cher possible à manufacturer et aussi à designer, que en fait, ils vont faire des raccourcis de ouf. Tu vas avoir des énormes trous de sécurité. Enfin, on le sait, hein, l'IoT, c'est un des gros sujets en sécu depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, c'est des trucs où bah, les constructeurs, ils s'en foutent un peu. Ils vont avoir des composants qui vont avoir du hardware très, très limité. Donc, tout mécanisme de protection et tout ça qui ajoute du calcul supplémentaire, ça va être en fait chiant pour Ouais. ils le font pas, quoi. Ils se soucient pas que ça soit espionnable, que ça soit que tu puisses détecter des trucs à l'extérieur Ouais, avec une c'est ça, chipane. Ouais. c'est ça. Alors, il y en a en fait, paradoxalement, plus ils vont dans le cheap, donc plus ils vont essayer de gagner des centimes sur la production des cartes électroniques, et plus ça va le rendre difficile. Là, je suis en train de bosser sur, alors c'est un jouet pour enfants qui est une espèce de Tamagotchi, ça s'appelle Bitzy. Ok. C'est un Tamagotchi un peu en hologramme. Et ce truc-là, en fait, ils ont les puces électroniques. Tu peux pas directement les dessouder. Tu sais même pas ce que c'est comme puce électronique, parce qu'en fait, sur la carte électronique, tu vas avoir un gros point noir. Donc c'est une puce qui est coulée dans du plastique. Parce qu'en fait, les puces électroniques, donc alors c'est déjà pas cher de base, hein, mais en fait, tu peux aussi les acheter nus, donc sans la petite boîte en plastique autour. Tu achètes vraiment le cœur en silicium que tu vas coller sur le circuit imprimé. Ok. Ensuite, souder des fils microscopiques entre la puce et le board. Donc la souder en place et après mettre un petit point de plastique Ok. pour figer tout ça. Protégé quoi. Ouais. Ok. Et du coup, tu peux pas poser des petites sondes pour capter le trafic qui sort de ces trucs-là, parce que Ah ouais. les fils ils sont foutus dans du plastique que tu peux pas dissoudre. Ah ouais, tu peux La pas puce, le faire fondre non. sans. En Ah fait, ouais. c'est de l'époxy, donc c'est exactement le même matériau que le circuit électronique, que la carte D'accord. Ouais, donc électronique. si ça fond, tout fond en Ouais, fait. c'est Ouais. ça. Ah, Donc, ok. tu as des techniques pour genre, tu vas au papier de verre ultra fin pour en fait juste enlever des couches, et à la fin, tu vas pouvoir exposer le silicium pour après l'observer au microscope, savoir ce que c'est comme puce et tout ça, mais c'est infernal. Enfin voilà. Et c'est pas des protections d'anti reverse, Ouais. c'est juste parce que c'est moins cher de faire du chip on board que d'acheter à 1 centime plus cher par puce le chip qui a les petites pattes bien jolies, que tu peux souder. Voilà. Ok. C'est absurde. Et donc là on a une seule puce sur le circuit qui est visible. Et Ouais. c'est une puce de mémoire flash, donc on a réussi à dessouder et à extraire le contenu de la mémoire. Donc là, on sait qu'on a 8 mégaoctets qui correspondent à toute la mémoire du Tamagotchi. Donc les images, les musiques, les trucs comme ça. Mais on n'a aucune idée de qui est où. Donc là, ça fait une petite semaine qu'avec mon frère, on est en train d'essayer de comprendre comment est structurée la donnée, quoi. Et pourquoi vous faites ça là? Alors, une fois de plus, par curiosité, c'est parce que je sais pas si tu connais Jean Massier, qui est un streamer Non. voilà, qui fait de la politique et tout ça, qui est très rigolo. Euh, il a dans un de ses derniers streams là, il a récupéré un Bitzy, je sais pas pourquoi, il en parlait et voilà, et il disait, moi mon rêve ce serait qu'on prenne ce truc là, qu'on le modifie
pour mettre un petit Jean-Luc Mélenchon hologramme, comme il avait fait son meet-up en hologramme là. Donc voilà. Et donc c'est un peu de là que vient l'idée. Ok. C'est un truc où on a juste pris l'idée de Jean Massier. Si on arrive à le faire, oui, on lui enverra Ça sera et marrant, ça le fera marrer aussi. Mais sinon, non, c'est juste pour de l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu poursuis quand même toutes les pistes qui te passent sous la main un peu, c'est ça, non? Ouais, c'est des idées un peu qui me font rire, où je me dis: «J'ai potentiellement un skill set qui me permet au moins d'appréhender le problème, même ou au moins de me dire: "Je serais probablement capable de le faire", modulo un peu d'achat de matériel ou d'apprentissage en ligne». Je me doute que je trouverai une manière ou une autre de le faire et voilà, c'est Excellent. comme ça que je commence beaucoup de mes projets. Mais du coup, aujourd'hui, tu vis de ces projets-là, là? Tu fais comment? Non, alors Non. ces projets-là, alors j'avais, tu sais, il y avait le partage de revenus sur Twitter. Ouais, Et j'ai vu Elon ton Musk, il a article. dit, Elon Musk, il a dit: «Si vous faites des publications qui ont de la visibilité, Ouais. on vous partage une partie des revenus publicitaires». Ok. Parce que, bah, oui, il a envie de faire venir et vivre, sa plateforme. Ce truc-là, du coup, j'ai pris un abonnement Blue parce que je me dis: «Si moi, l'abonnement, il est pas rentable pour moi, il sera rentable pour personne, quoi». Bah, voilà, il est pas rentable pour moi, donc il est rentable pour personne. En gros, sur l'année parce qu'en plus, il te paye avec un peu aléatoirement. Ok. C'est genre, des fois, tu as 2 paiements en 2 semaines et puis après, tu as plus rien pendant 3 mois. Là, sur les 6 derniers mois d'abonnement, j'ai rien touché. Ok. Mais voilà. Mais en gros, c'est un truc où, j'ai fait du coup sur l'année où j'avais acheté l'abonnement et vraiment, je l'avais acheté juste pour voir, combien ça rapportait, quoi, parce que ça m'a coûté, 80 balles, un truc comme ça. Ouais. Hem, j'ai fait, donc c'est pas du nombre de vues, mais c'est du nombre d'impressions, donc le nombre de fois que mes tweets sont apparus sur les timelines des gens. Ok. Et j'ai fait genre 70 millions sur l'année, tu vois? Ah ouais, ok. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai gagné genre 50 € peut-être. Donc Voilà. ça t'a même pas remboursé l'abonnement, quoi. C'est ouf. Donc malheureusement, j'ai donné 30 balles à Elon Musk pour me féliciter d'avoir fait une connerie pareille. Bon, au moins, tu peux éviter aux autres de faire la même erreur. C'est déjà ça. Exactement, bah, j'ai fait un article là-dessus. En gros, c'est ça, le million d'impressions, il rapportait 1,50 $ à peu près. Punaise. Mais du coup, sur les 6 derniers mois, j'ai même pas été payé, donc Ah ouais, en plus. voilà. Et c'est des trucs où en Ok. fait, c'est tellement opaque, il y a pas de contrat, il y a rien. Au début, en fait, ils ont fait des payouts qui étaient vraiment très gros, surtout Ok. à des gros créateurs pour, inciter en fait tout le monde Bien sûr. à se prendre l'abonnement. Ouais. Mais voilà. Mais moi, Oui, je suis oui. Donc en arrivé fait, ils financent les gros créateurs avec les moins gros créateurs qui payent leur et abonnement, en encore, hein, fait. même les gros créateurs maintenant, ils ont plus Ils sont rien, hein. arrêtés. Ah ouais. Ouais, ouais. Ok. 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 Est-ce que j'ai vu aussi un escape game cyber, ce que tu avais fait. Moi, ça m'a Ah oui? titillé parce que je suis fan d'escape game. Je voulais savoir en quoi ça consistait ce truc. Ouais, alors la première boîte qu'on a montée avec mon frère, c'était en 2018. On organisait des compètes de code. C'est un truc qui nous a toujours passionnés. En fait, Ok. on a trouvé, une boîte qui cherchait à organiser des compètes de code assez régulièrement et donc on leur faisait ça des rounds de temps en temps. Mais Et c'est à un comment moment, ça marche une compète de code? là, c'est en gros, on te donne un énoncé on te pose un problème. On te dit par Ouais. exemple, donc tu vas devoir écrire un programme. En entrée, il va avoir un labyrinthe, le plan d'un labyrinthe, donc au format texte, tu vois, si un mur, c'est un dièse et un espace vide, c'est un point. Tu pars de en haut à gauche, tu dois arriver en bas à droite en le moins d'instructions possible, enfin en le trajet le plus court possible. Écris un algorithme qui donne le trajet optimal. Voilà, et donc tu dois écrire un programme. Souvent, du coup, c'est tu écris ton code, tu l'envoies sur la plateforme et il est évalué sur la plateforme. Et du coup, ce genre de compète, c'est des trucs de rapidité. Alors maintenant, les LLM sont très, très forts là-dedans. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais partie des rares à pouvoir encore battre les LLM sur les exos un peu compliqués qui vont demander, Ok. un peu de réflexion D'algorithmie plus et que tout. Ouais. d'implème. Mais sinon, ouais, c'est mais à l'époque, on en faisait beaucoup. Donc ce client-là qui nous faisait appel à nous régulièrement, ils nous disent, bon, là, on a un autre contrat qui va être encore d'une autre ampleur, c'est on veut faire un escape game cyber. Alors nous, la cyber, c'était aussi notre kiff. Et c'est un truc où en gros, ils veulent faire
une phase de qualif en ligne. Donc, Ok. c'est par équipe de 5 personnes. Et après, on invite les 12 meilleures équipes à Paris pour faire une finale et faire un truc un peu sexy avec de l'escape game, avec voilà une finale sur scène en mode high speed en 1 heure et tout. Et donc, du coup, on a designé en fait plein de salles. Donc, en fait, c'était sur la journée, il y avait 8 salles d'escape game sur lesquelles les équipes tournaient. Donc, il y avait quelques salles qu'on avait dupliquées. Et en gros, les équipes, elles avaient 1 heure. Alors, c'était pas tant de la recherche, de la résolution d'énigmes, des trucs comme ça, mais c'était plus genre, on les met dans une pièce. Il y a 2 racks serveurs. Donc, il y a 2 serveurs et ils ont un câble Ethernet où il y a les données qui communiquent, quoi. Ces 2 serveurs, on sait qu'ils communiquent en HTTP, donc non sécurisé, et on leur dit démerdez-vous. Et en fait, ils vont devoir aller se brancher sur un des switches pour faire de l'interception de données, donc du spoofing ARP, des trucs comme ça, donc pour aller aspirer ce qui se passe sur le réseau, comprendre le format de trame, le réinjecter, tout ça en 1 heure. Donc ils avaient genre 3-4 missions max à faire. Et à chaque fois, on profitait beaucoup du fait que ce soit du présentiel. Donc, tu avais aussi genre, autre truc de réseau, tu avais du cracking de Wi-Fi, tu avais des trucs où on leur filait des clés USB. Alors, ah oui, ça c'est rigolo. C'était même pas un challenge, mais on leur filait des fois des fichiers, on leur filait des clés USB. Ouais. Et pour qu'ils puissent avoir les fichiers du challenge, quoi, qu'on puisse leur distribuer comme ça. Et en fait, on a eu un gros moment de panique parce que on avait un drive interne avec toutes les équipes, enfin toutes les équipes d'organisation. Ouais. On avait un drive avec tous les challenges, les solutions des challenges, les machins, les scores en direct et tout. Et là, on a un des participants, donc on reconnaît l'adresse mail, qui fait une demande d'accès sur le Google Drive. Ok. Là, on se dit putain, ça c'est un truc, ils sont pas censés y avoir accès. Et en fait, il s'avère que donc sur les clés USB, donc qui étaient les clés USB des organisateurs, on leur file le fichier, ils se font tourner la clé, sauf qu'il y en a un des participants qui avait drag and drop et donc qui avait supprimé le fichier sur la clé USB. D'accord. On voulait leur filer. Ok. Et du coup, le participant suivant qui récupère ça, il branche dans son ordi, il voit qu'il n'y a rien, il se dit bon bah je vais lancer une recovery de fichiers supprimés. Et en fait, bah c'était la clé USB d'un des admins, quoi. Ah oui, donc il y avait des fichiers donc, du drive. Il y avait un lien vers le drive à un endroit. Et du coup, il s'est dit ah bah ça fait peut-être partie du challenge, je vais faire une demande d'accès. Et donc voilà, ça nous a un petit peu. Et c'est là qu'on s'est dit oui bon, c'est des équipes qui sont quand même assez sérieuses parce que vraiment le gars en 2 minutes, il avait fait sa demande d'accès et on était assez surpris. Oui, puis ce qui est rigolo, c'est que c'est un escape game. Donc en fait, c'est souvent ce qui arrive dans un escape game. Tu sais plus trop ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. Et des fois, tu trouves des trucs et tu penses que ça fait partie du jeu. Exactement. Et là, on avait aussi un autre truc, c'était. Alors attends, je me souviens plus exactement comment ça marchait. Oui, c'est ça. En gros, ils avaient un système, genre ils avaient une boîte, c'était une boîte noire vraiment. Il y avait un câble réseau qui dépassait. On disait bon bah voilà, si vous voulez accéder à cette interface, c'est tel IP, tel user, tel mot de passe. Et en fait, ils avaient genre un SSH où ils pouvaient taper des trucs, ils pouvaient taper des commandes. Ils savaient que à la racine du disque de ce serveur-là, ils avaient un flag, donc une donnée qu'ils devaient extraire. Ok. Donc bon, facile jusque-là. Ils ont le droit d'accès sur le flag et tout ça. Sauf qu'en fait, on avait fait en sorte que le SSH, on pouvait juste balancer des données et il répondait rien en retour. D'accord. Ok. T'es en aveugle, quoi. Okay. Voilà. Et ce qu'on avait, c'est aussi, on leur disait, là, il y a une diode sur la boîte noire. Il y avait une diode bien en évidence. Okay. Si vous mettez un 1 dans tel fichier, la diode, elle s'allume. Si vous mettez un 0 dans tel fichier, la diode, elle s'éteint. Et donc, ils faisaient ce qu'ils voulaient à l'aveugle complet. Et donc, en fait, ils devaient faire fuiter l'info sur le fichier flag.txt en faisant juste clignoter la diode. Ah, d'accord. D'une manière qui ferait fuiter les données, quoi. Donc en fait, c'est comme s'ils devaient traduire le fichier en morse ou un truc comme ça, donc, quoi. Il y en a qui ont fait du morse. Il y en a qui ont fait des trucs plus sales. Genre, ils disaient, tu clignotes une impulsion en gros, tu vois, le code ASCII de la lettre A, c'est 91 ou je sais pas quoi. Ouais. Et tu vas clignoter 91 fois. Et du coup, il le comptait comme ça. Oh là, ouais, long. Ah ouais, mais long, mais en fait, c'est instantané à coder. Et le flag, il disait genre 8 caractères. Ça, il pouvait le leaker aussi, parce que voilà, c'est juste une impulsion par longueur du flag. Oui, t'as pas une étape de traduction intermédiaire, c'est plus direct, en fait, d'un point de vue. Donc t'en as beaucoup qui ont fait du morse, t'en as qui ont fait du binaire aussi. Ouais, ok. Et voilà. Et donc ça, voilà. T'avais plein d'épreuves comme ça où on s'est vraiment marré à faire des trucs où on profitait énormément du fait que c'était physique. Et on avait aussi une salle. Ils laissaient tous les ordis, les téléphones et tout à l'entrée.
on leur filait des masques, des gants, des blouses, des trucs comme ça, des charlottes. Ok. Et on disait, vous êtes en opération espionnage là. Donc là, on vous laisse une demi-heure dans la salle de réunion du QG de l'ennemi. Ok. Et vous devez donc ils avaient plein de missions à faire, genre ils devaient récupérer plein de données. Donc typiquement, tu avais des papiers déchirés dans la poubelle qui devaient reconstituer. Ils devaient crocheter des serrures Ah Il y avait ouais. des petits coffres forts, donc ils devaient crocheter les serrures. Ok. Ils devaient aussi poser un micro quelque part. Donc après, on passait derrière et si on trouvait pas le micro en 1 minute, on leur mettait le point. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Excellent. On s'était bien marré. Sur le paperboard aussi, il y avait un paperboard dans la salle avec des infos. Oui. Et en fait, s'ils revenaient en arrière sur les papiers qui étaient déjà utilisés, on Ouais. donnait aussi d'autres. Il y avait D'accord. d'autres Ok. infos là, donc fallait qu'ils y pensent. Oui. Donc là, vraiment plus proche de l'escape game entre guillemets classique. Ouais, c'est quoi. ça. Et là, Ok. c'était. Ok. C'est ça. Trop bien. Ouais. Ça devait être l'éclate, je pense. À la fois organisé puis à la fois à jouer, je pense. Ouais, C'est c'était cool. trop bien. Franchement, et puis on a eu des super bons retours. Voilà, c'était vraiment très très cool. Ok. Mathis, j'ai encore, allez, je vais dire 3 questions pour toi, parce qu'on a quand même balayé plein de sujets Ouais. hyper cool. Est-ce que tu as une autre passion à part la tech? Parce que ça a l'air d'être vraiment partie intégrante de ton quotidien. J'allais dire non parce que je passe énormément de mon temps devant un ordi et je fais plein de trucs. Hein. Mais il y a un autre truc qui me fait kiffer dans la vie, c'est la cuisine. Je fais C'est vrai? cuisine aussi, ouais. Ok. Excellent. Ouais. Bah genre là, hier, j'ai fait une soupe à l'oignon avec du miso maison. Je fabrique mon propre miso. J'ai fait des raviolis, pareil. Je fabrique moi-même la pâte et le Ok. truc que je mets dedans. Cuisine japonaise du coup? Non, pas Non, que. là c'est ton Non, là, trip en c'est des ce moment. raviolis Ouais. italiens. Ah, c'est ravioli italien. Ok. Alors, cuisine asiatique, pas mal, parce que ma copine aime beaucoup l'Asie. Elle parle chinois et tout ça, mais non, un peu de tout. Cuisine française aussi. Ok. C'est une passion récente ou c'est Non, ça fait. non. Alors quand j'étais étudiant, on va pas se mentir, je mangeais des cordons bleus, hein. Mais dès que j'ai commencé à avoir ma propre cuisine et tout, c'est vrai que c'est des trucs qui me faisaient kiffer. Et j'aime pas tant que ça cuisiner pour moi-même, mais cuisiner quand il y a d'autres gens, c'est vraiment, j'adore ça, quoi. Ah ouais, ok, le côté partage Ouais, c'est ça, et le fait que c'est ça, j'aime bien accueillir. Ouais. Et il y a un côté, je sais pas, tu trouves, c'est la même satisfaction, c'est une satisfaction différente, c'est quoi la satisfaction par rapport à la tech? Non, c'est différent et je pense que c'est là que j'y trouve aussi mon complément. C'est un truc où du coup c'est plus guidé. Alors maintenant mes recettes, je les fais un peu, je les invente un peu à la volée. Mais t'as quand même un peu plus ce truc-là de tu sais où tu vas, tu sais à peu près ce que tu veux faire. C'est plus un exercice de créativité de ok, qu'est-ce que je vais préparer qui va être sympa. Ouais, et puis voilà. Et je concilie pas tant que ça les deux. Tu vois, je vais pas me dire je vais me coder un algo qui va me faire de. C'est pas mon. C'est pas le, non, c'est deux trucs, J'ai c'est des pas. potes qui se font faire aussi des recettes par ChatGPT. Moi, je trouve ça insensé parce que vraiment des fois c'est des trucs qui sont douteux au mieux. Ah ouais? ChatGPT, il demande des nouvelles recettes. Il dit, invente-moi un truc de Ouais, c'est ça. ça. Il dit j'ai ça dans mon frigo, fais-moi une recette. Et Ah oui, ok. des fois c'est un peu farfelu, quoi. Excellent. Est-ce que si je te demande, alors du coup, je pense qu'il y a plein de gens déjà dans ce que tu as raconté, il y a plein de trucs what the fuck, mais est-ce que si tu devais retenir un truc what the fuck que t'as fait dans ta vie, ça serait quoi? J'ai une histoire assez rigolote, mais je pense qu'en fait, si je donne le détail, ça lui fait perdre beaucoup de sa magie. C'est vrai, ah mince. Mais du coup, je peux te balancer juste ce que voilà, un truc très what the fuck dans lequel j'étais dans ma vie. Je me suis retrouvé à être dans un train de nuit pour traverser l'Ukraine il y a quelques années. Alors avant que ce soit le bordel, même si ça commençait déjà un peu à chauffer. Dans un train de nuit pour traverser l'Ukraine. Le train de nuit pendant 8 heures qui a été transformé en une boîte de nuit. Il y avait de la techno, il y avait des DJ, voilà. Et ça, voilà, avec une cinquantaine de hackers un peu partout dans le monde, notamment des Ukrainiens. Et voilà, cette petite soirée techno dans un train. C'est un souvenir. Voilà. Excellent. Tu m'as déjà un peu teasé, mais c'est ma dernière question. C'est quoi, du coup, toi, tes prochains projets, là, à part le Tamagotchi
Alors ça, c'est une bonne question parce que mes projets, généralement, entre le moment où j'ai l'idée, enfin où je sais que je vais les faire et où je les finis, il y a quelques jours. Donc là, je sais même pas encore ce que je fais. Ok, Cette semaine, je bosse un peu parce que je suis indépendant. J'organise encore des compètes du coup de code ok, notamment. Donc là, cette semaine, je vais bosser un petit peu. Mais il y a aussi un gros projet qui arrive en ce moment, c'est que je suis en train de remonter une nouvelle boîte avec mon frère. ok. Après cette première aventure qu'on avait faite il y a quelques années, boîte qu'on a montée et vendue en 2 ans. Là, on est en train de réfléchir à en faire une deuxième. Et un autre gros truc qui nous occupe pas mal notre temps en ce moment aussi, c'est qu'on est en train de monter un club d'algorithmique en France. Donc, il y aura probablement des séances en hybride, donc des séances à Paris et rediffusées online. Voilà, donc vous en saurez plus Trop cool. dès que ça se lance, mais probablement début 2025. Voilà. J'en parlerai sur Blue Sky, J'ai vu que celles et ceux que ça intéresse. que tu Oui, migrais maintenant là. j'ai quitté Twitter, ça y est. Ouais. J'attendais depuis longtemps ce déclic-là. Bon, j'aurais dû le faire depuis 2 ans, mais le truc c'est que Twitter, j'avais quand même pas mal de visibilité. Ça me faisait aussi une certaine source de revenus. Hein. Enfin, Ouais, ouais. alors, le partage de revenus des 50 balles que je me suis fait, c'est pas ça. Hein. Ouais. Mais c'est aussi, enfin voilà, j'avais des partenariats, des Ouais, la publicités, notoriété des là. trucs comme ça. Ouais. Ouais. Logitech qui m'a régalé pendant toute une année où ils m'ont dit tu es influenceur pour nous et en échange t'es bien payé et en plus Ouais. le catalogue Logitech, tu prends ce que tu veux dessus. Tu vois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu pouvais tester tout ce qu'ils avaient et puis tu pouvais quoi? Tu faisais du reverse dessus? Tu Non, faisais non, non? juste pour en parler parce qu'il voulait lancer Ok. une gamme. Enfin, il lançait la gamme MX là, donc qui est plus pour les devs pro et moins pour les gamers. Et donc voilà, moi dès qu'ils avaient un nouveau produit, je le recevais en avant-première. Dès que voilà, je vendais Génial. un nouveau matos, genre tu vois les petites lumières que j'ai là sur mon bureau. Ouais. Qui me font mon éclairage de streaming. Je les ai eu gratos, pareil, parce que j'avais juste à demander. Voilà, ce genre de truc où je savais que si je changeais de plateforme, ça allait pas être aussi simple et ça allait mettre un peu de temps à régénérer. Mais bon, là, élection américaine, ça commençait à devenir vraiment puant là-bas. Donc voilà, j'ai dit, allez, je mets mon compte en sommeil et puis je vais sur Blue Sky. Ouais, ouais. Après, t'es présent sur pas mal de trucs, c'est sûr, mais bon. Ok, ok. Bah, très cool. Merci pour tout ça. Merci pour le temps passé. Là, c'était hyper cool de revenir sur ça parce qu'il y avait il y a des articles que j'avais lus en détail. Il y en avait d'autres où j'avais pas tous les détails, là, notamment le bug Python. Donc, c'était cool d'avoir ça avec toi. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Ouais, bah déjà merci pour l'invite, c'est cool. Moi j'aime bien aussi un peu transmettre cette passion-là. C'est des trucs où je fais ça sans vraiment avoir d'intérêt derrière. C'est pour ma curiosité perso et j'adore ça de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce partage-là aussi. C'est un peu cette communauté-là. Voilà, et puis un petit mot pour les personnes qui se demandent comment se lancer sur ce genre de projet à la con. Franchement, juste lancez-vous. Moi, j'ai zéro regret. Il y a aucun projet que je regrette avoir mené. Et voilà, c'est juste, je suis content d'avoir eu l'idée et de m'être dit: «Bah, franchement, pourquoi pas?» Il y a pas forcément de besoin Hmm. d'utilité derrière, juste voilà, faites et ça développe énormément la culture, tech. Ça vous fait faire des trucs qui vous font kiffer, qui génèrent de l'admiration et qui font, voilà, transmettre aussi cette passion-là. Et je pense que c'est un truc où on a tout à y gagner en tant que voilà, techos du monde entier à faire plus de trucs comme ça. Ok, bah trop cool. Bah, on finira sur ça, donc sur la curiosité et poursuivre sa curiosité. Merci beaucoup, Mathis. Merci. Et bah, je te dis à bientôt. Yes. Dans cet épisode avec Mathis, on a parlé plusieurs fois d'IA et notamment des réseaux de neurones. Mais on n'a pas parlé de leurs évolutions qui sont les LLM, les technos derrière ChatGPT. Si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode avec un ancien ingénieur d'OpenAI où on s'est demandé si ChatGPT allait ou non remplacer les développeurs.